Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fois de plus liée à la génération Catch Attack et comme d'habitude je suis accompagné de Pépé Foot. Comment ça va Pépé Foot? Bonjour à tous, ça va très bien, ravi d'être de retour sur ta chaîne pour ce nouveau podcast. Ouais, du coup on va faire comme la dernière fois, hein. Du coup, on va revenir sur la génération Catch Attack et la mid-card de la génération Catch Attack. Et cette fois-ci, bon, ça, on va pas faire comme la dernière fois où il y a eu un overtime. Là, ça sera 1 heure point. Donc, la prochaine heure, on va faire le tour des différents noms, dire ce qu'on en a pensé pendant cette période. Et une fois les 1 heure passées, j'ai gardé quelques noms, voilà, 2 noms, dont j'aimerais qu'on s'attarde juste pour finir cet épisode là parce que ça sera le dernier. Sur ce, on va commencer. Une fois de plus, j'ai ma boîte et je vais tirer le premier nom. Alors, par qui on va commencer? Aïe, là on commence fort. Là, Pépé Foot, je sens que tu vas aimer. Allez. Dis-moi tout. Vas-y. Quelqu'un qui est plutôt génial. Le Miz. Ah, ok. Ah, ça commence bien. Bon, vas-y, je te laisse commencer, je te sens chaud. Ah, ok. Bon, let's go. Le Miz, j'aimais pas. Vraiment, à cette époque-là, j'aimais pas du tout, en fait. Non, c'est un nulard, hein, le Miz, qu'on se le dise. Quand je le voyais, vraiment, c'était juste un rigolo, quoi, en mode, je me demandais ce qu'il faisait là. Il y avait l'équipe avec Morrison, pour moi Morrison carrière un peu le duo, et me dire que le Miz a une meilleure carrière que Morrison pendant longtemps, ça m'a fait chier, je t'avoue. Donc quand il était champion WWE, ça m'a saoulé. J'étais dégoûté que Morrison l'ait pas battu parce qu'il y avait un False Count Anywhere entre les deux. Le Miz qui le bat tout seul quand même. Parce qu'il me semble qu'à l'époque il avait Alex Riley quand même à ses côtés, donc j'étais pas bien. Mais au fur et à mesure du temps, il a fallu attendre que Catch Attack se termine afin que je reconnaisse le Miz. Quelque part, je reconnaisse son talent, que je reconnaisse sa place dans la compagnie et que aujourd'hui on peut clairement dire que c'est l'un des plus grands mid-carders de l'histoire du catch, en plus du catch actuel. Donc là, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, mais sinon avant, je voyais comme un gros nulard, hein, en soi. Quand il avait le personnage en mode star de cinéma Hollywood, à l'époque où j'ai arrêté le catch, j'étais en mode flemme. Donc le Miz, belle carrière quand même, hein, mais à l'époque, vraiment, j'étais vraiment pas fan. Et toi? Tu parles du Miz, tu parles quand même de celui qui a battu John Cena dans le main event de WrestleMania. Tu parles de lui? Oui, ce même Miz là, oui. Quand même, un peu de respect. Non, en vrai, je rigole parce que moi aussi, à l'époque, le Miz, c'est un peu, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. On a mis du temps avant de reconnaître son talent, d'apprécier son travail et tout. Parce qu'au début, moi, ça passait pas du tout, je le détestais. Avec son vieux short là, son t-shirt là, son chapeau. Son short de merde. Le mec, il était là en mode que je défie John Cena et puis quoi encore. son bandana là, en plus au début son tout premier thème, comment il était éclaté, tu sais le sort de solo de guitare là. Ah oui, c'était gaze, hein. C'était horrible. Non, le Miz, après c'est au moins chapeau à lui parce qu'il a jamais abandonné, il a toujours continué à bosser jusqu'à ce qu'aujourd'hui tout le monde soit plutôt unanime pour dire que c'est l'un des meilleurs de sa catégorie. Donc mais par contre pendant la période de Catch Attack, moi aussi c'était je l'aimais pas, je le détestais. Ouais, c'est fut le cas pour beaucoup. Maintenant aujourd'hui il y en a qui veulent encore écrire l'histoire ou le faire passer pour un nulard aujourd'hui, mais on reconnaît quand même le Miz aujourd'hui. Allez. Suivant. Curtis Axel. Curtis Axel. Lui, il est arrivé un peu après, non? Non, un peu. Non, il était déjà. Hein? Ouais, c'était la période de Curtis Axel déjà.
Axel, ses débuts. À ses débuts, il était en duo avec qui? Ben, il seul. était dans la Nexus, Curtis Axel. Oui. La nouvelle Et Nexus. après, il y a eu un moment où. Ah non, il y a eu un moment où c'était pas un Paul Eman guy. Si, c'est ça, c'est ça. Ah, il y a quand même des ratés à ce niveau-là. Il y a quand même eu des ratés à ce niveau-là. Ouais, il était dans la Nexus, après il a été un petit peu fondu dans la masse. J'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais aimé Curtis Axel du début à la fin. Je crois que j'ai jamais accroché. Visiblement, la WWE voyait quand même un petit quelque chose en lui pour remettre Paul Heyman à ses côtés. Il a quand même eu un titre, je crois, intercontinental, non? Ouais, et il a eu longtemps quand même. Ouais. Wow. Hein? Il a eu grave longtemps le titre intercontinental, Curtis Axel. Ouais. Et non, j'ai jamais accroché Curtis Axel, j'ai jamais aimé. Et ouais, c'est pas un catcheur qui me manque. Je pense déjà qu'il a surperformé par rapport au talent qu'il avait, c'est-à-dire aucun. Voilà. Ah oui, j'aurais pas dit mieux, hein. Pour moi, en ce qui concerne Curtis Axel, bon, période catch attack, c'était un nulard, bon, là, juste après, c'était toujours un nulard et ça restera un nulard, quoi. Même moi, j'ai pas compris le projet, bon, fils de Mister Perfect, tout ça, ouais, c'est juste un fils d'eux, quoi. Il y a eu un angle avec ça en plus, il me semble, hein, pendant une période. Où il voulait un peu reprendre le truc, ouais, c'est nul. Ah non. Nul. Non, c'était un nulard comme tu Ah non, c'est rincé, hein, Curtis Axel. Un tocard. Ah oui. Ah, c'est bon, ton rêve vient de se réaliser, Pépé Foot. C'est vrai que lors de la dernière édition, ça t'avait manqué. Parle-moi un peu de Crime Time. Prime Time. Ah, Brooklyn. J'aimais trop à l'époque. C'est cette équipe que j'aimais trop à l'époque. C'était l'équipe cool un peu. Les thugs un peu. C'est la rue. Ouais, j'aimais beaucoup cette équipe. Mais je sais pas, ils ont toujours un peu été considérés aussi comme des nullards, hein, c'est dommage, hein, ils ont jamais vraiment percé et tout. Pourtant, ils avaient quand même une petite fanbase, j'ai l'impression. Mais bon, je pense que la WWE n'a jamais vraiment voulu miser sur eux, que ce soit en équipe ou en individuel. Il y a eu bon, je me rappelle surtout de la fin de l'équipe quand Chad Gaspard il trahit son partenaire et il part sur une rivalité de merde. La rivalité de merde, je suis désolé, elle était trop pourrie, la rivalité décevante. Et au final, ils ont tous les deux disparu. Mais c'était une équipe qui était, qui était cool, qui était rafraîchissante. Voilà, ils avaient un style à eux. Le catch, bon, ça allait, bof. Mais dans le divertissement, ils étaient bons. Et une belle petite équipe, du coup, que j'aimais bien, moi, à l'époque. Toi, t'en pensais quoi? Ouais, Crime Time, c'était une de mes équipes préférées à l'époque, hein. Comme tu dis, ils avaient une identité à eux, c'était en mode test, mais en mode old school, quoi. Tu as 50 Cent, en mode 50 Cent, LL Cool J, ben c'était cool, vraiment, c'était le divertissement, même le catch, c'était plutôt propre, hein, globalement. Non, mais l'équipe, c'était bien, et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que, ouais, ils étaient un peu vus comme des nullards. Je trouve qu'ils ont quand même eu une bonne carrière, hein. Ils ont quand même fait des petits trucs, voilà, ils ont eu quelques occasions pour les titres par équipe sans jamais les gagner. J'aurais bien aimé les voir champions en plus. J'avais vu une image avec les ceintures par équipe vraiment grave stylée, quoi, mais bon. Sinon... ils ont jamais gagné les ceintures par équipe. Oh. Alors qu'à l'époque, c'est pas la période où il y avait des grosses équipes... voilà, la division par équipe, elle était pas, bon, j'allais dire ce qu'elle est aujourd'hui parce que c'est toujours de la merde aujourd'hui, ouais. Mais la division par équipe, elle était pas non plus, voilà, la concurrence n'était pas énorme, quoi. Ah oui, je me rappelle. Malgré ça, ils ont jamais gagné les ceintures. Ouais.
Ah, je me rappelle d'un match entre Crime Time et Jerry Shaw. Oulala, ce match m'a éteint parce que, à la fin, parce que j'espérais voir Crime Time gagner, tu vois, seulement à un moment du match. Je pense que j'ai reviewé sur ma chaîne, mais il y a un moment, hot tag avec Chad Gaspard. Là, j'étais en mode que voilà, c'est chaud. Bim, coup de poing, fin du match. Ah oui, à l'époque, ça m'a éteint. Mais sinon, ouais, Crime Time, c'est un peu dommage qu'il n'ait jamais gagné les titres par équipe, mais quand même, on en garde quand même de bons souvenirs et vraiment, RIP Chad Gaspard. Hein. Là, il mérite un award en son honneur. Ouais, je suis d'accord. Et juste un dernier truc, les mecs étaient babyface, on trouvait cool l'équipe, mais on supportait quand même une équipe qui s'appelle littéralement l'heure du crime. Ça, c'est le détail qui me fait. Une équipe de criminels, de bandits. On était là, ouais, allez-y. Surtout qu'à leur début, on les voyait bien raqueter les gens. Hein. On était là en mode que, ouais, c'est stylé. Vraiment. On était pour des Kairas. Ouais. Clairement. Ouais, j'ai bien aimé les Kairas sur Canal+, tiens. C'était une équipe divertissante. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de divertissement, on n'a pas fini. D'ailleurs, le mec, il est un peu actif aujourd'hui, mais côté de la TNA. Santino Marella. Excellent, ça. Ça, c'est excellent. Santino, waouh. Le divertissement puissance 1000. C'est vraiment. C'est le catcheur qui a trouvé sa gimmick, qui a trouvé son truc qui fonctionne. Et voilà, c'était le mec marrant. Tu savais que quand Santino débarquait, tu savais que t'allais te taper des barres. Bon, il y a eu quand même des trucs un peu. Parfois, c'était pas toujours très drôle. Notamment quand il était mené à des histoires avec les divas. Moi, je trouvais pas toujours ça très drôle. Mais. Oh, par contre, respecte Santina Marella. Elle est bien, Santina. C'est sa sœur quand même, on respecte. Drôle, mais pas toujours. Non, j'avoue, c'était de la merde, ça. C'était de la merde. C'était drôle parfois, mais souvent quand même, c'était voilà quoi. Mais en globalité, ouais, non, c'est trop marrant. En plus, grosse carrière quand même pour Santino. Parce que je crois il a gagné le titre intercontinental sur son premier match, qui était pas vraiment un match improvisé. Et derrière, il a gagné d'autres titres, il me semble, non? J'ai l'impression de l'avoir vu plusieurs fois champion quand même. Ouais, il a été 2 fois champion intercontinental, champion des États-Unis, champion par équipe, là, quand même gagné des trucs. Hein. Ouais, grosse carrière quand même. Et puis bon, aujourd'hui, il a l'air de s'éclater à la TNA avec sa fille et tout. Donc, non, big respect pour Santino. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il était trop marrant. C'était un peu le R-Trousse de l'époque. Ah oui, clairement, j'allais le dire. Ouais, non, c'était drôle. Ouais. Non, mais Santino, vraiment, c'était. Il y avait de quoi se taper des barres. Hein. Et en plus, récemment, je ne fais que voir des clips de lui sur TikTok où on voit les compis seulement de tous ces moments drôles, quoi. Ce qui m'a le plus fumé, c'est même pas un truc que j'ai vécu quand il était face à Batista. The Nominal Batista. Avec quand il était encore champion intercontinental avec Beth Phoenix là, quand ils formaient leur couple, quand il essayait de battre le record du Honky Tonky Man pour le règne intercontinental. En fait, ça c'est en fait le truc que j'aurais aimé voir avec Gunther quoi pendant son règne, mais bon. Soit, enfin avec le côté moins divertissant, mais sinon Santino, non, c'est le catch, c'est vraiment le divertissement. Et d'ailleurs, devine le premier match que j'ai vu de lui. Devine. En plus, non, vas-y, devine. Impossible à deviner. Ah oui. Je sais pas. Non, mais vraiment, c'était waouh. En fait, c'est un match contre Mickey James. C'était un match où il voulait avoir une place à WrestleMania, donc il voulait avoir sa place pour la bataille royale des divas là. Avant les conneries de Santina
Du coup, il a voulu s'incruster. Il a eu un match contre Mickey James avec une main derrière le dos. Ah, on peut dire que Mickey... Toi, t'étais bien devant ce match, hein, franchement. Tu l'as pas raté le match. Ah ouais. En plus, Mickey James, une de mes catcheuses favorites aussi. C'est littéralement le premier match que j'ai vu d'elle aussi. Non, mais quand même, c'est vrai que le contexte est bizarre, hein, avec le recul comme ça. Et bon. Ouais, quand même, ouais. En tout cas, Santino Marella, on valide fort. Allez, suivant. Est-ce que tu es prêt? Let's go au suivant. Chuck Palumbo. Hein? Chuck Palumbo. C'est qui ça? Allez. Chuck. Comment t'écris ça? Ben, Chuck, comme tu l'entends, quoi. C'est Chuck Palumbo. 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 Attends, c'est un catcheur à la WWE? Oui. Ah, ça fait longtemps que je t'ai plus piégé, là. Avec les noms bizarres, là. Waouh, alors là, ouais, je suis en train de... Là, je suis devant sa tête, mais même sa tête, elle me dit rien, en fait. C'est quoi, c'est un sorte de motard, un biker? Ouais, c'est ça. Une espèce de rip-off d'American Badass, mais y a rien à dire. Hein. Tu ne l'as pas vécu, je ne l'ai pas vécu. Je ne sais même pas ce que c'était, mais je pense qu'il était plus proche du Chobber, hein, parce que y a rien sur lui, en fait. Peut-être Billy et Chuck, mais il faut remonter à le début des années 2000, quoi, pour avoir un vrai truc sur lui. Mais sinon, ouais, hein, bon, tout ce que je connais sur lui, c'est visuel, et c'était sur SmackDown vs Raw 2009, une fois de plus. Bah écoute, même dans les jeux, je me rappelle pas de lui. Franchement, je ne saurais rien dire sur ce gars. Je vois pas, en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois sa tête. Ah bah là, clairement, c'est éliminatoire, là où tu t'es dit que ouais, tu as des souvenirs visuels, mais lui, il y a rien, quoi. Rien du tout. Aïe. Ok, bon ben, next. Ah tiens, on va parler d'un de tes faves aussi, Hornswoggle. Hornswoggle. Le fils de Finlay. Il était marrant aussi, il était drôle. Toujours avec Finlay et tout. Bon, toujours un peu dans les angles un peu marrants, un peu comiques, un peu rigolo. Donc moi j'aimais bien Hornswoggle. Bon, après il y a eu quand même des storylines bien poives où on a appris que c'était le fils de Vince McMahon ou un truc comme ça. Ouais. Ça c'était bon, ok. Il y a eu aussi notre storyline où en fait on s'était rendu compte que c'était lui le général manager anonyme, c'est ça, non? Ouais. Ouais, ok. Bien pourri donc, en fait, aussi. Il fallait une révélation. C'était le nain en fait, voilà. Donc bon, à part ce truc un peu, on va dire un peu facile, c'était drôle, il était marrant. Et puis de toute façon, c'était pas courant de voir des personnes de petite taille à l'époque faire du catch. En tout cas, moi, j'en avais jamais vu avant. Et je crois que j'en ai toujours pas vu après. Si, il y a eu le Torito, là. Ouais, le Torito, ouais. Il y a eu le Torito. Mais sinon, ouais, j'aimais beaucoup ce catcheur, donc je valide. Et toi? Ouais, moi j'aimais bien aussi Hornswoggle, hein, dans des rôles de manager, quand il soutenait un peu Finlay. Il y a eu aussi le début de rivalité contre Chavo Guerrero en 2009 à l'époque des Gastos. Ça aussi c'était marrant vite fait, mais à la longue ça devenait chiant. Et bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Hornswoggle, hein. C'est soit des trucs pourris dont je me rappelle, comme le truc de General Manager Anonyme, ou encore le fait qu'il ait été le dernier champion cruiserweight de l'époque, en fait. Ah ouais, c'est vrai ça? Ouais. Donc voilà comment bien enterrer la ceinture, voilà, au fond d'un trou. Et sinon, les trucs bien dont je me rappelle, c'est vraiment des vrais trucs, quoi. Genre, à un moment, il était la mascotte de DX. Quand ils étaient revenus, Triple H, Shawn Michaels. Ouais. Surtout avec le tribunal des petits. Là où DX se faisait courser par tous les nains derrière eux parce qu'ils n'arrêtaient pas d'humilier Hornswoggle.
Non, ça j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ouais, il y a eu quelques trucs drôles quand même, hein. Ouais. Donc, Hornswoggle, ouais, c'est bien. Je vais pas dire validé, mais c'est bien. Allez, suivant. Bien, ouais. Matt Hardy. Matt Hardy, c'est Matt Hardy, pendant la période Catch Attack, c'était le mauvais Hardy, hein. Ouais. Désolé, c'était pas le bon Hardy. Moi, j'étais fan de son frère, donc autant te dire que Matt Hardy, je m'en foutais un petit peu de lui. C'était un peu, voilà, c'était le frère de Jeff, donc je m'en foutais carrément. Et puis il y a eu cette rivalité contre son frère. Il y a aussi bon, avant ça, il y a eu la rivalité avec Edge, qui était bien. Et puis il y a eu la rivalité avec, si on parle des deux plus grosses, hein, après il y a eu la rivalité avec son frère, qui était bien aussi, même si, bon, Matt Hardy qui gagne quand même le match à WrestleMania. Ouais. Je voyais l'idée, mais ouais, avec le recul, ouais. Ouais. En fait, c'était pas une mauvaise idée en soi. Ouais. Mais avec du recul, vu ce qui se passe après, vu ce qui s'est passé après, vu les carrières qu'ils ont eues après, ouais. C'est Jeff qui aurait dû gagner. Mais j'aimais quand même beaucoup quand il était en équipe avec son frère. J'aimais aussi quelques petits runs qu'il a eu aussi en solo en tant que face. J'ai jamais été fan, j'étais plutôt fan de son frère, mais j'aimais bien quand même Matt Hardy. Bon, Matt Hardy, c'est mon tour. Bon, Matt Hardy, je m'en battais les couilles, hein. On va être rapide et je m'en bats toujours un peu les couilles aujourd'hui, quoi. De toute manière, comme tu as dit, c'était le mauvais Hardy. Le aimé se souvenir, c'est la rivalité contre Jeff Hardy, hein, qui était bien, qui était plutôt intéressant, qui lui donnait un semblant de pertinence. Mais sinon, à part ça, c'est juste les programmes par équipe avec Jeff Hardy, quoi. Quand les plus gros souvenirs, les Hardys, tout ça. Quand on me dit Matt Hardy, c'est les Hardys, quoi. Même encore aujourd'hui. Oui. Parce que, ouais, d'ailleurs, je vais poser une take, Broken Matt Hardy, c'est nul. Voilà. Au moins, je pose ça là. C'est pas le sujet, si vous voulez. Voilà. Non, j'ai quand même voulu le poser là. Mais sinon, pour Matt Hardy, globalement, ouais, vous avez max. Hein. Donc, il n'y a rien d'autre à rajouter. Avec sa version Bray Wyatt de Wish là. On veut nous faire saucer que c'est lui le meilleur des Hardy. Non, ça, c'est nul. Ouais. Bref. C'est nul. Allez, on va un peu... Next. On va récupérer un peu avec de beaux noms. Lance Cade et Trevor Murdoch. Waouh, les noms me disent quelque chose. Les noms, mais cette fois-ci, c'est les noms qui me disent quelque chose, mais je n'arrive pas à les visualiser. Il faut que je visualise ces deux. Landscape. Lance Cade et Trevor Murdoch. Trevor Murdoch. Wow. Attends. Faut que je les vois pour voir si je me souviens. C'est qui ces guignols? Ah, mais en tout cas, c'est une équipe... Oui. Je me rappelle d'eux surtout dans SmackDown vs Raw. Oui. Je me rappelle d'eux surtout dans SmackDown vs Raw. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais te dire pourquoi. J'ai peu de souvenirs d'eux en live, à la télé et tout, mais surtout dans le jeu. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est surtout dans le jeu pour moi aussi, hein, parce que bon, j'ai rien à dire sur eux. C'est une équipe old school, de cowboy un peu old school, qui n'est pas entrée dans les mémoires. Bon, tu m'étonnes, eux aussi, ça fait des années qu'ils sont en équipe, ils n'ont toujours pas de nom. Mais bon, bref, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Sinon, le seul souvenir, c'est qu'à un moment, il y a l'un d'entre eux qui était dans la storyline entre Jericho et Shawn Michaels, en étant un allié de Jericho. C'est tout. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter un documentaire sur cette équipe sur la chaîne Johnny Catch. C'est très intéressant. Bon, on fera un tour.
Donc, écoute, moi, je me souviens pas du tout d'eux, donc, à part dans le jeu. Donc, je ne saurais commenter à leur sujet. Hmm. Bon, lui, j'espère que tu as des souvenirs autres que dans le jeu. Slam Master J. Qui? Slam Master J. Slam. Slam Master J. Wow. Et tu me sors des noms là. Slam Master J. J. Slam Master J. Mais attends, il sort même pas le gars sur Google. Ah oui, carrément, ça l'a effacé de l'histoire. Non mais... Attends, sur Google, peut-être je l'écris mal, non? Tu l'écris comment? Ben, comme tu l'entends, comme le slam, master et J, voilà. Mais sinon, pour... Slam Master J. Je vais dire rapidement qui c'est. En fait, bon, c'est un mec, voilà, parodie de rappeur, voilà. Une espèce de... On a voulu faire une espèce de rip-off de John Cena, Doctor of Thuganomics, mais qui a moins marché. Le mec, on le voyait plus dans les émissions genre Superstar Main Event, c'était un jobber, quoi. Donc, il n'y a pas allé plus loin. Il faisait équipe avec un autre mec, avec Festus, pendant un moment. Et il était aussi avec Crime Time dans des segments que j'aimais bien. Ça s'appelle Word Up. Genre, en fait, il faisait une espèce de segment lié à un mot bien précis. Avec F. Torres aussi à côté. C'était top. Mais sinon, ça, Master J, il n'y a rien à dire. Je vais rien ajouter parce que je me souviens pas de ce gars-là. Je me souviens absolument pas de lui. Donc, next. D'ailleurs, le next, Evan Bourne. Ah. Evan Bourne. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est un nom qui a marqué. Un beau nom, ça. Normalement, si vous avez regardé dans cette période, vous vous souvenez d'Evan Bourne, normalement. Même si c'est pas le plus grand catcheur de l'histoire de la WWE, même si c'est même pas, il fait même pas partie des plus grands. Mais en tout cas, pour nous, notre génération, c'est sûrement l'un des plus marquants. Parce que c'était rare de voir des catcheurs de son... Voilà, il y avait Jeff Hardy, c'est vrai, il y avait Rey Mysterio, tu me diras, aussi. Mais Evan Bourne, ouais, il avait un style de catch assez particulier, très mince, petit, et puis le Shooting Star Press. Le Airborne. Le Airborne. C'est la première fois que je voyais ça, moi. Avant, j'avais jamais vu. Ah oui, magnifique. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde sait le faire, tout le monde le fait, mais... j'avais encore jamais vu une prise comme ça, c'était impressionnant. Après, voilà, j'aimais bien son plus, je le considérais quand même comme un nulard. Après, oui, je le considérais comme un nulard, clairement. Clairement, c'était un peintre. Mais au moins, il était impressionnant à voir. Oh là là. Bon. Je te laisse. Vas-y, essaie de le défendre. Mais non, je suis désolé, mais c'est un nulard. non, je suis pas d'accord. Je suis désolé, l'un des plus beaux RKO de l'histoire, c'est lui qui se le prend. Non, mais ça veut pas dire. Si tu te rappelles de lui, c'est surtout pour ce RKO qui se mange par Randy Orton. Non, c'est pas pour ça que c'est un nulard. Evan Bourne, il était bien. Genre, comme tu dis, il avait un style assez particulier à l'époque, mon petit style technique aérien. C'était un bon outsider. Et c'était en fait le genre de mec que tu n'attends pas dans les matchs. Mais vraiment, au moment où tu t'attends le moins, le mec, il réussissait quand même à sortir un peu du lot, quoi. À stand out. Et même à gagner des matchs contre des mecs que tu n'imagines pas. Je me rappelle, il réussissait à battre des Chris Jericho, des Sheamus, des mecs qui étaient champions du monde, quoi. Même si, bon, ça ne débouche à... Bon, ça ne débouchait à rien derrière, mais Evan Bourne, c'était vraiment le style d'underdog, mais qui pouvait vraiment te surprendre à n'importe quel moment. Et le Airborne, c'est le meilleur shooting star press que j'ai vu de ma carrière de fan de catch, jusqu'à présent. Parce que oui, tout le monde le fait aujourd'hui, ils font juste une espèce de salto arrière droit devant eux, alors que quand tu vois
Evan Bourne, bon, c'est un peu pareil, mais il y a quand même une certaine technique quand il fait ses trucs. Voilà, c'est un peu. Comment dire? Une esthétique, voilà. il y a une esthétique, il recourbe en fait ses jambes Voilà. vers sa tête comme ça. C'est ça, c'est voilà. ça. En gardant ses bras bien tendus. Non, c'est impressionnant comment il le faisait. Ouais. C'est beau en fait. Ouais. Il n'y a pas de geste parasite. Ouais. Non, mais vraiment, le Airborne, c'est vraiment mon finisher préféré à l'époque. Et je pense encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai plus tendance à pencher vers des finishers plus simples en fait, qu'on peut faire sur tout le monde. Mais le Airborne, c'était vraiment longtemps mon finisher préféré. Oui, c'était son truc à lui, mais après, à côté de ça, c'était un nulard, je suis désolé de le défendre, mais non, c'était un nulard, on va pas se mentir. Oui, il a eu quelques victoires, un petit peu à gauche, à droite, mais au final, c'était toujours pour se faire défoncer la gueule derrière. Donc, ouais, non. J'aimais bien, mais je savais très bien qu'il allait rien gagner, quoi. Oh, tu es dur, Mais une dernière chose, Airboom, ça avait l'air bien. Bon, je l'ai pas vécu, mais ça avait l'air bien. Airboom avec Kofi Kingston. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Evan Bourne, bon, même si pour toi c'est un nulard, pour moi, c'était vraiment un très bon élément de la mid-card. Allez, sûr. Justement, en parlant d'éléments de la mid-card, on va parler de la Big Red Machine, Kane. Kane. Bon, nous on a raté la meilleure période de Kane, je crois, quand il était un peu main eventer et tout. J'ai pas vu cette période. Moi j'ai vu sa période. Quand j'ai connu Kane, il avait déjà plus son masque. Ouais. Quand je regardais bien, il avait déjà plus son masque. C'était le Kane un peu. C'était plus le Kane de la fin des années 90, quoi. Et je sais pas, je suis mitigé par rapport à Kane. À la fois, parfois il pouvait se montrer quand même assez flippant. Parfois tu pouvais un petit peu le prendre au sérieux comme une vraie menace. Et d'autres fois tu te disais, il est juste nul en fait. Et oui. Donc je suis assez mitigé parce que moi je l'ai jamais vu avec par exemple une ceinture de champion du monde. Ah si, peut-être champion du monde poids lourd, peut-être. Oui, champion poids lourd. Champion du monde poids lourd peut-être une fois. Mais après à part ça, il faisait pas partie non plus des grosses têtes. Donc oui, ce statut de mid-carder lui va bien. Mais j'étais pas super fan, honnêtement. J'étais pas très fan de Kane. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, en regardant ce qu'il avait fait un peu plus tôt, que j'apprécie un peu plus le personnage, mais période 4 attaques, j'aimais pas. Ah, j'avais peur que tu parles de son statut de mère, là, quand tu disais que t'aimais bien. Wow. Ah oui, le statut de mère. Le statut de mère, en fait... La politique, tout ça, là. Sujet bien piquant, ça. En fait, on est dans... Là, on parle de sa carrière de catcheur professionnel. Je veux pas aller dans sa carrière de politicard. Et on va pas en parler. C'est un autre sujet. Non, en ce qui me concerne, Kane, j'aime pas. J'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché. Pour moi, c'était une espèce d'Undertaker de Wish. Après, bon, c'est son frère, donc normal. Kane, bon, mes souvenirs que j'ai de lui, c'est en majorité des programmes de merde, franchement. Soit c'est ça, soit il ne fait rien d'intéressant. Le championnat du monde poids lourd, bon, il a gagné, mais déjà j'étais moins assidu sur les weekly et de ce que je voyais, c'était pas terrible, quoi. C'était juste quoi, il avait une rivalité à rallonge contre l'Undertaker, il ne faisait que battre l'Undertaker dans des matchs de merde. Et avec Paul Bearer aussi, j'aurais même pu rajouter son nom, Paul Bearer qui est censé être mort depuis 2004. En 2010 il ressuscite, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas comment, voilà. D'abord il manage Undertaker, ensuite il manage Kane.
Le seul truc qui était intéressant, c'est quand Edge avait kidnappé Paul Bearer, là, avec Paul Bearer qui est en mode Kane! Kane qui était en panique, qui arrive un malheur à son père biologique, je crois. Hein. Ouais. Bon, bref, c'est pas la question. Mais sinon, globalement, c'est soit ça, soit des programmes par équipe. Le seul truc intéressant, c'était Team Elno, mais bon, ça, je regardais plus le catch à cette époque, mais ça avait l'air bien. Mais sinon, globalement, quand je pense à Ken, je ne pense qu'à des histoires à la con, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, ils ont voulu le recrédibiliser en lui remettant son masque. Il avait aussi par-dessus un masque de forgeron, tout bon. ça. C'était déjà fini. Bah oui, c'était finito, là. Et bon. C'était déjà terminé. D'ailleurs, en parlant de terminer, parle-nous de Jerry Lawler. Jerry the King Lawler. Il m'a supporté. Je pouvais pas me le voir en peinture. Et puis ça parlait toujours de lui comme la légende et tout, machin. Ça montrait des photos de lui à l'ancienne avec son slibard et tout. Et je l'aimais pas aux commentaires, j'aimais pas quand il voulait faire le catcheur. J'aimais juste le voir se faire casser la gueule. Et même pendant la rivalité avec Michael Cole, alors même que Michael Cole était détestable, et ben j'avais envie que Michael Cole le casse la gueule. Donc j'ai jamais aimé Jerry the King Lawler. Je l'aime toujours pas d'ailleurs. Et voilà. Toute mon animosité envers lui. Et pourtant il m'a rien fait, hein. J'aimais pas. Oh bah moi c'est pareil, hein, j'aimais pas du tout Jerry Lawler, il m'insupportait aussi. Surtout le moment où il a voulu se remettre au catch. Mais bon sang, il a quand même eu une rivalité pour le titre WWE, quoi. Vraiment, Jerry Lawler, le casting pour le championnat principal de ton entreprise. Tu as déjà le Miz nulard et Jerry Lawler, un vieux has-been. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon sang! Oh là là! Là, je me sentais insulté en tant que fan de catch quand je voyais ça. Et en plus, la rivalité contre Michael Cole, n'en parlons même pas, quoi. On s'est déjà attardé là-dessus la dernière fois. Donc, Lawler, c'est next, quoi. Ouais. Allez, en parlant de next, j'imagine que tu as de belles choses à dire sur Eugène. Eugène, c'était plus trop notre période en vrai. Hein. Enfin, c'était un peu avant notre période, non? Oui, c'est fait exprès. Mais je vais te dire pourquoi après. Mais si tu as des choses à dire avant. Bah, pas trop de souvenirs parce que au final, ouais, comme tu l'as dit, enfin si j'ai des souvenirs, mais surtout de trucs que j'ai vus après. Mais Eugène, sinon, moi, des souvenirs de moi enfant regardant Eugène, j'en ai pas trop parce que c'était un peu avant que je commence à regarder. Donc ouais, j'en ai pas spécialement. Ben, je vais te dire un truc. Ben, il est bien apparu pendant la période Catch Attack. Mais c'était une seule fois. C'était dans un Raw. Il avait un match pour en fait gagner le contrat de Raw. Et il affrontait un catcheur légendaire du nom de Calgary Kid. Voilà. Pour remporter ce contrat. Et du coup, le Calgary Kid a gagné. Du coup, est-ce que tu te rappelles du Calgary Kid? Pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle même pas de ce retour de Gênes à Raw. Calgary Kid. C'est l'enfant qui vient de Calgary. C'est ça. C'est vrai que littéralement, on peut dire ça. Hein. Et en plus, le Calgary Kid qui est entré quand même sur la musique package de Edge dans les publicités Catch Attack. C'était assez stylé. Ben, Calgary Kid, c'est une légende. Pourquoi? Ben, c'est simple, on en a parlé tout à l'heure. Ben, c'est le Miz sous un masque. Voilà. Du coup, en fait... Ouais, je suis en train de voir les images, là.
Voilà, parce que le Miz avait perdu contre John Cena dans un match où le perdant était banni de Raw. La semaine suivante, il y a eu un match pour remporter le contrat de Raw. Il est venu sous un masque, il a gagné et il a enlevé le masque, ben c'était The Miz. Et en plus, c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à catcher en slip. Hein. Ouais, ça lui allait bien, vous allez dire, ça lui allait bien le slip rouge. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est sa tenue, quasiment sa tenue actuelle. Ouais, c'est ça. Bon, il n'entrait pas encore sur I Came to Play, hein. Il avait toujours sa musique pourrie, mais c'était un début de quelque chose, de glow up, on va dire. Bon, bah, on va dire que la carrière que le Miz a aujourd'hui, c'est grâce à cette apparition en tant que Calgary Kid. C'est ça. Allez, en parlant de Miz, on va parler de son Marty Jannetty, on va dire. On va parler de John Morrison. John Morrison, j'aimais trop son entrée. Bon, moi je suis fan des entrées, je le dis toujours à chaque épisode, j'aime bien les entrées, voilà, avec des pyros un peu. Quand j'ai l'impression que la WWE s'est un peu cassé la tête, j'aime bien. Donc j'aimais bien son entrée, j'aimais bien son style, sa manière de catcher, sa prise. Starship Pain. Ouais. Très beau, très joli. Bon, même si en soi ça n'a pas l'air très dévastateur, mais c'était quand même beau à voir. Il avait la classe. Bon, j'ai toujours cru qu'il pouvait peut-être aller chercher un peu plus haut, peut-être un peu plus. Mais finalement, non. C'est le Miz qui a percé et pas lui. Donc j'aimais bien un bon petit mid-carder qui était intéressant, qui était voilà, il avait le look, il avait après peut-être au micro qui était peut-être pas terrible, je sais pas si c'était ça son plafond de verre. Oui, ça a joué. Mais il a jamais vraiment percé, alors que il fait partie de ces catcheurs que j'aurais bien imaginé un jour main eventer. Ah oui, pareil. Non, mais John Morrison, c'était la classe. En fait, quand tu vois John Morrison, contrairement à The Miz, là tu vois Hollywood, tu vois, non star de cinéma, tout ça. Ouais. Bon, bizarrement, il n'en a jamais fait, mais bon, dommage pour lui. Mais sinon, John Morrison. Ouais, plus star, ouais, c'était top, hein. Et c'est vrai que, bon, il devait avoir aussi un plafond de verre, hein. Et bon, je l'ai déjà dit dans une des vidéos dédiées à Catch Attack. Si on mettait ce John Morrison là aujourd'hui, clairement, il aurait été top main eventer, hein. Vraiment multiple champion du monde, John Morrison aujourd'hui, à son prime. Ouais. Triple H, il aurait push direct. Ouais. Donc voilà, on lui aurait mis un manager, bon, pas un manager, une manageuse en l'occurrence, et ouais, ça aurait été stylé, hein, je pense. Je pense aussi, ouais. Donc voilà ce qu'on a à dire sur Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Impact, Johnny X, Johnny Dynamite, Johnny Elite, Johnny TV. Johnny Mundo. Non, Johnny Mundo, c'était son prime quand même. Ah, je pensais qu'on avait fini, mais le moment où j'espérais vraiment, c'était en 2011, quoi. Quand tu vois vraiment le mec qui avait plus l'air mature, avec sa barbe, quand il faisait des trucs de parcours, il y avait moyen de faire un truc quand même avec Morrison dans le main event. Mais bon. Est-ce qu'il aurait été champion, je sais pas, mais il y avait des trucs à faire quand même. Ils n'ont jamais tenté le coup. Ouais. Une autre personne sur laquelle WWE n'a jamais tenté le coup, bon, si quand même, mais plus tard, Kurt Hawkins. Est-ce qu'il y avait vraiment de quoi tenter le coup? Sérieux? Non, je trollais. C'était un des soucis de Edge avec Zack Ryder. Ouais. Au final, pendant longtemps, je crois qu'il a juste disparu, parce que après cette période, j'ai pas de souvenir de lui, mais genre zéro. Et puis, il a réapparu après, je crois, pour cette fameuse streak de défaite, là. Ouais. Sinon, à part la période où c'était un des sosies de Edge, j'ai rien sur lui. Genre, c'est nullard, puis il est passé de jobber à
disparition, voilà. Pure Jobber. Enfin, à part la période où il était sous The Edge, t'as des souvenirs de lui, toi? Non. Pour la simple et bonne raison que, il fait rien, quoi. Il y a rien. Il sert à rien. Le mec, si on devait le voir, c'est sûrement un superstar, hein, des trucs comme ça. Les émissions pour les jobbers, là, mais il y a rien. Genre, il me semble qu'il a fait des petits teams avec les Tyler Rex, avec les Lance Archer, mais c'est tout, quoi. On n'a jamais vraiment vu. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Ah, là j'ai un beau nom. Un GOAT, je te dis. Non, là c'est vraiment un catcheur qui a marqué notre époque, PB Foot. Quand je vais te dire le nom, tu vas te dire que ouais, ça c'est un grand. Ça, c'est quelqu'un vraiment, quand tu le vois, t'as peur, tu as la grosse hype. Ça, c'est vraiment un nom référence de la période Catch Attack. Dis-moi, balance. Yoshitatsu. Avec sa musique, là, sa musique. Aïe aïe aïe. J'aimais bien cette musique, je l'écoute souvent en plus. Aïe Yoshitatsu. Et je sais même pas quoi dire, je suis dépassé. Et il y a vraiment toutes sortes de catcheurs qu'on a vu à la télévision. Franchement, la WWE, c'est pas embauché. Ils hésitent pas à embaucher, franchement. Ah oui. Ils embauchent toutes sortes de catcheurs, ils te le mettent à l'écran. Mais c'est ça qui est bien, la WWE, la diversité qu'il peut y avoir dans le roster, c'est ça qui est bien aussi chez eux. C'est vrai. C'est vrai, non, Yoshitatsu, franchement, pour moi, c'est waouh. J'ai l'impression que je l'ai vu genre 2 ou 3 fois à l'écran. Je sais même pas si je l'ai déjà entendu parler. Et c'est rien à dire, désolé, c'est jobber. Ouais, c'était juste un jobber, non? Oui. Il a rien fait de plus. Non. Voilà. Bon. C'était un jobber et il avait une musique de merde qui nous a au moins qui a eu le mérite de nous marquer parce que je sais pas 10 ou 15 ans après on se rappelle toujours de sa musique. Ouais. Bon, moi j'ai plus de choses à dire. Bon, oui, évidemment, c'était un jobber, mais quand même, quand je voyais faire son entrée, tu vois un peu le gentil japonais hype. Moi à l'époque, j'étais content, j'avais le smile. Franchement, t'étais grave ouvert d'esprit, hein. T'avais envie de voir, évidemment sans parler du côté japonais ou pas japonais. Franchement, ça te donnait pas vraiment envie quand même, quand tu voyais ce gars arriver. Tu te disais pas, waouh, c'est une star. Non, moi j'aimais bien. C'est un peu, comment dire, c'est un peu un amuse-bouche, quoi, un petit, voilà, quand tu prends un peu ton goûter, tu es devant, vraiment tu enjoy, quoi. Là, Yoshitatsu, c'était un peu ça, vraiment, quand j'entendais sa musique d'entrée, j'avais seulement le smile, j'étais en mode vas-y Yoshitatsu, même si je sais qu'il allait perdre, quoi. Mais Yoshitatsu, j'aimais bien. À un moment, il avait fait aussi l'équipe avec Goldust. En fait, il était marrant, mais sans l'effort d'être marrant, en fait. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'était... Non, Yoshitatsu, c'est quand même le catch. Et le moment le plus marquant de Yoshitatsu, c'est son premier match contre Shelton Benjamin, où Shelton Benjamin fait sûrement la meilleure promo de sa carrière. Hein. Meilleure promo de sa carrière qui est du racisme. Hein. Il y a rien à dire. Hein. Là, il n'y a pas d'autre qualificatif. C'était clairement une promo raciste. Mais ça avait le mérite d'être divertissant. Et Yoshitatsu l'a seulement calmé en un coup de pied. Ça, j'ai kiffé. Là, Shelton, pour le coup, t'étais pas avec nous. Mais pour revenir à Yoshitatsu, moi, je dis c'est le catch. Même si, bon, jobber, mais c'est pas grave. C'est un jobber quand même qui faisait le taf. Écoute, là franchement, je sais pas, peut-être t'as passé un bon week-end, mais je te trouve très très gentil. Mais ok, je prends Yoshitatsu, c'était le catch. Ok, c'est trop.
je te la ressortir à des moments stratégiques, à Ok. des moments clés, je te ressortirai cette phrase. Ok. Yoshitatsu, c'était le cas. Oh, il faut que je me prépare alors. Allez, suivant. Allez, suivant. Ah, Damien Sando. Damien Sando. Ah, malheureusement, bon, j'ai vu des trucs après coup, mais lui, c'est déjà la période où je regardais plus, je crois. C'est la période où je regardais plus, mais je sais quand même ce qu'il a fait. Donc, est-ce que j'en parle en trichant, mais ça serait avec des yeux d'adulte. Ah, c'est comme tu veux. Toi, je te laisse en parler, vu que peut-être toi, tu l'as vu en live ou pas? Pas du tout. Et je l'ai vu Pas du vraiment tout. Ah, juste bah, après. c'est pareil alors. Mais le peu de... Enfin, j'ai pu voir des clips de lui pendant la période où je regardais plus le catch et je me dis que c'est un personnage qui a l'air intéressant quand même. Genre en mode aristocrate, qui lui-même décide de ses matchs, en mode que... en mode, il y a un adversaire en face de lui, il dit cet adversaire ne me mérite pas. Et après il retourne dans les vestiaires pour dire que je catch pas contre ça, quoi. Et j'avais aussi une image de lui, il faisait équipe avec Cody Rhodes quand Rhodes avait la moustache. Et il avait la mallette Money in the Bank, donc j'imaginais que lui, voilà, futur champion du monde. Et ben c'est raté pour le coup. Et vraiment, il a échoué mais sale, mais bon. On verra au fil des années qu'il y a eu pire. Mais sinon, Sando, c'est tout ce que j'ai. Mais le moment le plus marquant après, c'est parce que j'ai vécu, c'est en tant que Damien Misdo, hein, en tant que joueur du Miz. Ça, c'était vraiment sa période. Moi, comme je t'ai dit, je me rappelle pas de lui en direct live, parce que je regardais pas cette période-là. Et puis, de ce que j'ai vu après, ça avait l'air plutôt intéressant. Après, il a perdu il a pas réussi à cacher la mallette quand même. Hein. Ouais. Donc, ça, je me souviens, mais ça aussi, une fois de plus, je l'ai vu après coup. Donc, je vais peut-être pas être objectif sur lui, donc, je vais pas dire grand-chose. Ok, on va passer au suivant. Trent Barreta. Trent Barreta. Il a été à la WWE? Oui. Arrête. Oui, il a été. Trent Barreta. C'est celui des best friends. Oui, t'inquiète pas, on parle du même. Bah écoute. T'es en train de m'envoyer très surpris là. En fait, je savais pas qu'il avait été à la WWE, donc tu te souviens de lui, toi, à la WWE? Ben, c'était pile la période. Après, il faisait équipe avec un autre mec, Kellen Croft. Bon, j'ai pas son nom parce que, à un moment, je vais pas te casser la tête plus que ça, hein. On va pas se casser la tête plus que ça. Mais sinon, Trent Barreta, dans le main roster, il n'a pas fait grand chose, hein. Lui, c'était vraiment superstar. Lui aussi, c'était un jobber. Mais à un moment, les commentateurs, ils étaient en mode que, Trent Barreta, il n'a que 22 ans, etc. Il y a moyen qu'il soit le plus jeune champion du monde. Les gars, arrêtez. Même moi, à l'époque, j'y croyais pas, quoi. Bon. Donc, il y avait tout un rabâchage là-dessus pour dire que, c'est à surveiller. Peut-être futur champion du monde, plus jeune champion du monde. Voilà, il a 22 ans. Ensuite, il a 23 ans. Attention, 24 ans, ça arrive bientôt. Au final, il n'a jamais rien fait, quoi. C'est tout. Au final, sa carrière, c'est qu'on aurait juste rappelé son âge chaque année. Voilà. Mais bon, comme dit Kylian Mbappé, me parle pas d'âge, et Barreta, désolé, mais barre-toi. Voilà. Allez, nouveau nom. Et j'ai juste un truc à te dire. Bonne chance. Allez. Parle-nous un peu de Kun Funaki. Funaki, oui. Kun Funaki. Funaki, c'est présentateur japonais, là. Ouais. Je sais qu'il a été catcheur à la
WWE. Je sais qu'il a été catcheur de la WWE pendant cette période, mais je me rappelle plus de lui en tant que catcheur. Je ne sais même pas si... Pour moi, je sais qui il est, tu vois. Je sais qui il est, je sais ce qu'il fait, je vois très bien son visage, je le visualise. J'ai même des images de lui quand il était catcheur. Je me souviens pas de lui en tant que catcheur. Donc, je sais pas si au Japon il est considéré comme une légende ou quoi. Mais en France métropolitaine, c'est Mister Nobody. Donc, je suis désolé, mais je ne saurais quoi te dire sur cet énergumène. Je te laisse prendre le relais. Bah, moi aussi, c'est pareil, hein, tu as dit l'essentiel. Moi, tout ce que j'ai souvenir, c'est. Les premiers souvenirs en tant que catcheur, bon, c'est avec le recul et même là, c'est après avoir vu quelques trucs. C'est quand. Tu vois Kung Fu Panda, voilà, c'est sorti au cinéma, ça a grave percé, tu vois. Et WWE s'est dit, ah, mais pourquoi on ne capitaliserait pas sur le succès du film? Kung Fu, Funaki, Kung Funaki. Voilà. Vraiment le cliché, plus cliché que ça, tu meurs quoi. Je pense qu'on peut mettre ça parmi l'une des pires gimmicks du catch. Hein. Genre voilà, parodie mettre du Kung Fu en mode Waya. Voilà, tu vois, non bon. Ah non, c'est terrible. Non, mais c'était vraiment. C'était... Non, mais c'est pourri ça, vraiment. Oula. Donc là, il a eu pendant toute sa fin de carrière. Et puis voilà, c'est tout. Il nous reste encore combien de noms? Ah, il nous en reste pas mal, hein, mais on va pas tous les faire. Hein. Il nous reste encore 10 minutes. Donc voilà, okay. On va faire les derniers. Ah, et on va parler d'un mec, bon, ça sera rapide. Hein. C'est un des catcheurs qui t'ont le plus marqué pendant la période NXT. Hein. NXT RV, n'hésitez pas à regarder la série. Michael Tarver. Mon gars, c'est moi le produit. C'est moi le produit. Hey. Je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est moi le produit. Je suis l'homme le plus dangereux de NXT. Ah putain, Michael Tarver. Aïe aïe aïe. Alors Michael Tarver, pendant cette période, on le connaissait surtout en tant que membre de la Nexus. Hein. Ouais. On l'a vu dans la Nexus. Après, on l'a vu dans le corps. Je crois qu'il était dans le corps. Pas du tout. C'était juste Nexus. C'était juste Nexus. Ouais. C'était qui dans le corps? Le corps, c'était Wade Barrett, Heath Slater, Justin Gabriel et Ezekiel Jackson. Et Ezekiel Jackson, pardon. Non, c'était pas Tarver. Lui, c'était juste Nexus. Et puis, rien d'autre. Il a rien eu en solo. Ouais. Non, il y a rien. Je crois qu'il a rien en solo. Et du coup, on n'a rien à dire sur lui. Hein. On peut parler de sa période NXT, mais à l'époque, j'avais pas regardé. J'ai regardé ça, là. C'est l'année dernière. Donc... Non, mais on va pas plus en parler que ça. On rien à dire sur lui, malheureusement. Bah oui, on va passer. Hein. Oula, vraiment, les noms que je viens de tirer, oulala, vraiment bonne chance. Hein. Allez, le premier. Mike Knox. Mike Knox, c'est qui ça? C'est un présentateur, non? Non, c'est un catcheur. Non? Attends, Mike Knox, je vais regarder, peut-être que, voyons sa tête. Bah, c'est le mec qui était le mec de Kelly, là, à ses débuts. Non, oui. Wow, je me rappelle de lui, surtout dans le jeu, je crois, lui aussi. Ouais, moi c'est SmackDown vs Raw 2010. Ouais, pareil, je me rappelle de lui dans le jeu, mais pas dans la réalité. Comme il nous reste peu de temps, je propose qu'on passe. Oh ouais. Bon, franchement, il n'a rien fait, c'était juste un jobber et sa plus grande période, c'était quand il était en couple avec Kelly qui était stripteaseuse, quoi, la ECW, donc bon. Allez, next. Allez, est-ce que tu as quelques mots à dire sur Kaval?
Caval. Caval, je me rappelle. Je me rappelle de lui, je sais qu'il a été à la WWE, mais il a quasiment rien fait à la WWE. Je crois qu'il a eu quelques apparitions. Mais sinon, c'est monsieur, voilà quoi, monsieur invisible. Hein. J'ai pas de storyline en tête de lui. Je sais même pas s'il a eu plusieurs matchs. J'ai des souvenirs de lui, je sais que j'ai déjà vu, mais sinon, à part ça, rien. Et toi? Ben, tout ce que j'ai à dire, c'est deux choses. Caval, je pense que c'est le premier à initier le double stomp à la WWE. Je crois, hein, je suis même pas sûr. Et de toute manière, palmarès, j'ai été le rookie de l'E Cool. Voilà, c'est tout. Allez. Voilà. Au suivant. Unico et Camacho. Unico et Camacho. Bon, rapide. Je les ai vraiment vus ou je sais juste qui ils sont. Je sais pas si je les ai vraiment vus ou je sais juste. Attends, il faut que je les re-regarde pour voir ce qui m'inspire. Ouais, ils m'inspirent rien. Je sais qu'ils étaient là, mais rien de spécial à dire. Il y en a pas un qui devient un catch. Attends. Il y a une tête familière. Oui, vas-y. Attends, lui, ce connard. Je vois c'est qui? C'est Tamatonga? Non, c'est son frère Nular Tonga. C'est un Aloha? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Je savais pas. Je viens de l'apprendre là. Tu le savais, sérieux? Ben, je l'ai su assez tard, hein, pour te dire. C'est un Aloha. Ah, je savais pas qu'il avait un premier run à la WWE. Eh oui. Je suis choqué carrément. Et l'autre, Unico, c'est pas devenu un catcheur masqué après? Ben, c'est le faux Sin Cara, hein. C'est ça. Ouais. C'est lui qui a repris le masque de Sin Cara. Pour moi, c'est toujours le faux Sin Cara. Le vrai Sin Cara, c'est celui de 2011-2013. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais sinon, c'est tout. Hein. Voilà. C'est tout. Eux deux en tant qu'équipe, je me souviens d'eux. Ils m'ont pas marqué. Mais du coup, on se souviendra d'eux pour être devenus Sin Cara et Tangaloa. Allez. Là, il me reste 2 noms et ça sera les derniers. Maintenant, ceux qui ont été absents parmi les noms, ben tant pis pour vous. Hein. On ne parlera pas de vous, malheureusement. Et du coup, est-ce que tu as 2-3 mots à dire sur Antonio Cesaro? Antonio Cesaro, c'était pas ma période. Ah oui, j'ai pris plus de noms que j'imaginais au final. Tôt, hein, ouais, non, j'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ah. Ben, bon, moi non plus, hein, j'ai envie de dire, Cesaro, pendant cette période, c'était plus, voilà, quand il était champion des États-Unis et qu'il était associé avec Jack Swagger et Zeb Coulter en tant que The Real Americans. Donc, ils formaient une équipe jusqu'au moment où Cesaro remporte la bataille royale d'André le Géant. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout, c'est rapide, voilà. Non, on va pas développer plus parce que j'ai un beau dernier nom là. J'aimerais qu'on termine avec, voilà. Du coup, là, on aura plus de choses à dire sur lui. Aïe. Vraiment, en plus, là, c'est un GOAT actuel, un gros nom aujourd'hui. L'égérie de la WWE en Big 2025, Cody Rhodes. Cody Rhodes. Bah, c'est l'adrénaline, hein. L'adrénaline dans mon âme. Bah, moi j'aimais. Déjà à l'époque, j'aimais bien Cody Rhodes. Je pensais quand même que Ted DiBiase allait plus percer. Ouais. Je
je pensais vraiment que Ted DiBiase, c'était sur lui qu'ils allaient miser et tout. Et finalement, Cody Rhodes, il a su montrer qu'il avait plus de talent tout simplement. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais quand même. Excusez Pépé Foot, il y a un écureuil chez lui apparemment. D'où le bruit. Ouais. Non, j'avais du mal avec Cody. Après, j'ai beaucoup aimé sa période en solo. Quand il est allé en solo, quand les deux ont été en solo, on a vu de vue qui avait plus de talent entre les deux. Et Cody, il a fait plusieurs choses quand même pour se réinventer. Il a eu sa période de dashing qui était bien. Mm-hmm. Il a eu sa période masquée qui était bien aussi. Après, il a eu d'autres périodes que moi j'ai vu que après la période Stardust, la période de Moustachu, tout ça. Donc Cody Rhodes c'était un bon catcheur des mid-cards. Mais donne des noisettes à ton écureuil là, il fait beaucoup de boucans quand même là. Ouais, je suis dans la nature en fait. Attends, je vais rentrer. Parce que ça c'est les aléas du jardin. Voilà, c'est ça. Les aléas du podcast, mais vous avez l'habitude, donc bon. Voilà, moi j'habite en province, j'habite dans un petit quartier résidentiel. Enfin bref, donc voilà, pour revenir sur Cody, il a eu des bonnes périodes, des bonnes rivalités, des bonnes storylines. Pendant cette période, il a été champion intercontinental. Il a eu franchement des bonnes rivalités. Donc Cody, c'était un bon catcheur de mid-card. J'aurais jamais pensé qu'il atteindrait le niveau qu'il a aujourd'hui, certes, mais il était divertissant. Il était déjà bon au micro. Il avait un catch qui était plutôt correct et un gros nom. Et je suis ravi de voir aujourd'hui que c'est lui le visage de la WWE, même si personne n'aurait misé sur lui. Et à force de travail, il nous a tous prouvé qu'il méritait. Donc big up à Cody. Je suis encore plus fan du coup de sa période catch attack en sachant ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je me dis qu'il avait déjà un talent fou. Donc Cody, c'est le gros pouce en l'air de cette période catch attack. Même si je pense quand même que si Cody il avait été dans la période actuelle, je pense qu'il n'aurait pas percé. Non. C'est quand même paradoxal. Ouais, clairement. Non mais il n'aurait pas percé. Ah oui, clairement, mais franchement, Cody Rhodes, vraiment, c'est le top, c'est vraiment un des acteurs principaux de cette mid-card de l'époque Catch Attack, vraiment de la mid-card de Catch Attack. En plus, le mec, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Donc, il n'y a pas un moment dans sa carrière, son début de carrière avant Legacy peut-être, mais il n'y a pas un moment dans sa carrière durant toute cette période-là où c'était chiant, même après en fait. Donc tout ce qu'il faisait, c'était déjà intéressant. Et même si c'est vrai, on ne le voyait pas en tant que main eventer, champion du monde. Même si les fans des réseaux, ils ont eu, au moment où il est parti, ils ont eu une espèce d'affectif pour Cody Rhodes. Ils ont découvert que il méritait mieux. À ce moment-là, j'aurais dit non. Comme quoi, des fois, partir de WWE, c'est une bonne chose pour se refaire et se donner une crédibilité. Mais sinon, pour revenir à Catch Attack, c'était top, quoi. En plus, Cody Rhodes... En fait, ce qui montre à quel point ce monsieur m'a marqué quand même. Ce monsieur, c'était sûr qu'il allait devenir un de mes catcheurs préférés quand même de l'histoire du catch. Lui, c'est top 3. C'est que c'est littéralement le premier heel que j'ai aimé. C'est le premier heel que j'appréciais, quoi, parce que d'habitude, les heels détestables, c'était éliminatoire. Moi, je suis plus tendance babyface encore aujourd'hui. Mais Cody Rhodes, à partir du moment où il était en mode dashing Cody Rhodes, j'aimais bien. J'étais avec lui pour le match, qui fait le personnage, surtout avec... En plus, je refaisais ses tutos, en fait. Les tutos qu'il faisait... comment être beau gosse, tout ça là, je les faisais chez moi aussi. C'était avec les moyens du bord, on va dire, parce que on pouvait pas tout avoir, mais j'étais investi dans le personnage.
quand il était dans Undashin, quand il était en mode fou furieux parce qu'un 619 l'a traumatisé, c'était bien quand il mettait les sacs sur la tête. En fait, à partir de là, j'étais full investi envers Cody et j'étais un peu triste qu'il s'en aille. Pourtant, Stardust, je kiffais aussi, hein. Mais là, tout ça, c'était pour arriver à sa meilleure version, qui est la version actuelle. Et franchement, Cody Rhodes, vraiment... Merde, je suis reconnaissant envers ce qu'il a fait pour mon catch, quoi. Vraiment, Cody, vraiment, c'est le catch incarné. On était là, on déconnait sur Yoshitatsu. Mais si on doit définir le catch, ben, c'est clairement Cody Rhodes, quoi. Surtout avec tout ce qu'il a traversé. En fait, le catch, pour faire simple, c'est deux choses. C'est deux personnes. C'est Cody Rhodes et c'est Yoshitatsu. C'est ça. Si vous avez bien compris, c'est ça l'objet du podcast d'aujourd'hui. C'est pour vous montrer que le catch est tout aussi bien Cody Rhodes que Yoshitatsu. Comme quoi, il y a de tout. Comme quoi, il y a de tout dans le catch, voilà. Et vraiment, Cody aussi qui a ressuscité le prestige du titre intercontinental, qui est l'un des plus grands champions. Est-ce qu'on peut dire que on peut aussi le mettre dans une moindre mesure parmi les plus grands mid-carders de cette période? Peut-être pas de tous les temps, hein, mais période catch attack, on peut le dire quand même. C'est lui qui a fait revenir le look légendaire du titre intercontinental. Mon look préféré. Vraiment, le cuir blanc. Si ce n'est ma préférée, le titre intercontinental avec la ceinture blanche. Ouais. Oui, ça c'est ma deuxième ceinture préférée après la ceinture poids lourd. Oui, c'est vrai, moi aussi, en vrai. C'est vrai que la ceinture poids lourd, celle de la période catch attack, elle était vraiment belle. Mais c'est accrédité. Bon, c'est pas Cody directement, évidemment, c'est une décision de Vince McMahon, mais c'est lui le catcheur qu'ils ont décidé de choisir pour faire revenir ce look emblématique qu'on adore tous. Big up à toi encore, Cody Rhodes, pour ça, et merci encore, et personne va te toucher. C'est ça. En tout cas, on est tous tu vas récupérer la ceinture face à méchant John Cena. C'est ça. Et de toute manière, ceux qui militent pour que Cody Rhodes Hilton sera avec toi, pour que tu restes le héros du peuple. Voilà. Waouh, on a quand même eu un petit overtime de 5 minutes hein, pour parler de Cody Rhodes. Vraiment, c'était le meilleur nom pour la fin. Exactement, ouais. Bon, du coup, on a fini avec la liste. Hein. Il y a encore plein de noms, mais on ne va pas les faire. Bon, c'est la troisième fois que je le dis, mais je préfère le dire. Du coup, on va un peu revenir sur les deux noms, justement, dont je voulais parler à la fin. Donc, on garde vraiment le meilleur pour la fin. Donc, Pépé Foot, je te mets dans le contexte. Ce sont des noms vraiment... Non, je pense que ces noms-là, on peut les considérer comme les plus grands mid-carders de l'histoire de Catch Attack. Et je dis ça sans exagération, sans troll. Je suis très premier degré quand je dis ça. C'est vraiment des individus qui nous ont bercés vraiment pendant toute cette période, qui nous ont permis d'être vraiment à fond dans le catch, à être bien dedans. C'est des mecs qui nous ont bercés dans le catch, qui nous ont vraiment divertis pendant 25 ans pratiquement, et qui sont encore marquants aujourd'hui, qui ont encore une grosse importance aujourd'hui, et vraiment gros crédit à eux. Du coup, on va parler tous les deux de Philippe Chiro et Christophe Ajuste. Je tenais à parler d'eux. Ouais, je l'ai vu venir celle-là. Ah, t'as vu, t'étais pas prêt, hein. La description était trop belle, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est sûr, c'est eux. Ah, que dire à part les émotions. Ah, monsieur, les émotions, ces deux noms, quand j'entends ces deux noms, tout de suite, j'ai le sourire, en fait. Et je pense que c'est le cas de nous tous. Dès qu'on entend ces deux noms, on a le sourire. Parce que c'est un peu nos darons, en fait. C'est les tontons avec qui on a grandi. Ah, qui nous ont appris le catch, en fait. C'est eux qui nous ont appris le catch. Ils m'ont appris le catch. Ils m'ont fait aimer le catch. Ils m'ont
ils m'ont bercé, comme tu l'as dit, hein, ils nous ont vraiment biberonné, ils nous ont tout raconté, tout expliqué, explicité le catch, parce qu'on était quand même des enfants, on ne parlait pas anglais, donc fallait comprendre ce qui se passe, fallait nous garder investis, tout en nous racontant bien les histoires, sachant qu'ils ont... C'est fort parce que quand on parle de Christophe Ajust, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de formation en soi pour faire ce métier. Donc, la manière dont il excellait dans ce job, bon après évidemment aidé par un très expérimenté Philippe Chiro, ouais. C'est un duo qui a vraiment bien fonctionné, qui fonctionne encore très très bien aujourd'hui et ils méritent la reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui parce que c'est vraiment eux nos darons dans le catch, quoi. C'est eux nos darons, ils nous ont tout appris, ils nous ont tout montré, ils nous ont tenu la main et une fois qu'on était assez grands, on a pu voler par nos propres ailes et suivre le catch comme on le souhaite. Mais tout ça aurait pas été possible sans eux. J'en suis persuadé. T'aurais mis un autre duo, ça aurait pas aussi bien fonctionné. T'aurais mis en VOSTFR, ça aurait pas aussi bien fonctionné. Il fallait ces deux-là. Il fallait que ce soit eux. Donc je prends bien mon temps pour leur témoigner toute ma gratitude et mon affection. Christophe, Philippe, merci encore. Voilà, ça sera tout ce que j'aurai à dire. Ouais. J'ai bien aimé quand Norbert Feuillon criait plusieurs fois « Will Ospreay !» Ah non, on parle pas de AEW, attention, non. je veux pas que la sec vienne me fusiller maintenant. Non, c'est bon. Là, Bon, allez, je divague. Christophe Ajust et Philippe Chiro, comme tu dis, ben c'est des super commentateurs FR, hein, et je pense même que c'est pas du chauvinisme de dire ça, mais c'est les meilleurs commentateurs de catch, quoi. En tout cas que j'ai connu. Bon, je connais pas les autres langues. Bon, il y a les commentateurs allemands, hispaniques, machin, mais je pense que Christophe Ajust et Philippe Chiro, c'est les meilleurs. Déjà, à partir du moment où dans le network, tu enlèves les commentateurs québécois et que tu mets Ajust avec Nadir, bon, il n'y a pas Chiro, mais bon, ça te montre quand même la renommée et le niveau de ces mecs-là. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, Christophe, Chiro, si jamais vous tombez par hasard sur ce podcast, ben merci beaucoup de nous avoir élevés dans le catch, on va dire, de nous avoir éduqués, de nous avoir permis d'apprécier le catch. Même encore aujourd'hui, j'écoute certains choix avec Ajust et Chiro. Bon, je le faisais à l'époque où j'avais AB1, bon, le network, je l'écoute souvent en VF pour écouter Ajust et Chiro quand il est là à l'occasion. Et surtout, avoir une telle longévité, ça montre à quel point ils ont été marquants en fait pour le catch. Et j'espère qu'une fois que le network est fini et qu'il y aura la transition avec Netflix, ben le duo ne s'arrête pas en fait. Parce que je sens qu'ils s'approchent plus de la fin qu'autre chose. Mais sinon, vraiment, j'ai rien de plus à dire que du positif en fait. Ils nous ont vraiment enseigné sur l'histoire du catch, même sur les trucs qu'on n'a même pas vécu. Donc c'est pour te dire, ils ont commenté ces trucs-là. Genre avec le coffre à catch sur NT1 aussi. Ah, ça manque, hein, ça quand même. Top. En fait, ils ont fait tellement de choses pour nous faire kiffer. Il y avait aussi ces sortes de petits sketchs, des trucs qu'ils filmaient en parallèle, des interviews avec les catcheurs. Ah oui, surtout. En fait, ils ont fait tellement de choses. Ouais, surtout avec les trucs, bon. Et surtout le coffre à catch, c'était super, le coffre à catch. En fait, pendant qu'ils nous divertissaient, ils nous éduquaient sur ce qu'ils nous montrent. Ouais. Montrer l'histoire, tu vois, tu regardais le catch en 2009, 2010, t'avais, je sais pas, 10, 11 ans, tu savais qui était Bret Hart. Tu savais tu savais que Shawn Michaels, il avait une telle carrière, qu'il avait fait ceci, qu'il avait des grandes rivalités. Tu savais qui était Hulk Hogan, tu savais qui était André le Géant. Parce que il y avait toujours cette éducation autour du divertissement. Et ça, franchement, je sais pas si les autres commentateurs l'ont fait aussi ou le font aussi dans les autres pays, dans les autres langues, mais
eux, ils sont vraiment excellents. Et c'est pas juste parce qu'on a une affection pour eux, il faut aussi reconnaître que leur travail était très très bien fait. Ouais. Coucou les petits enfants, bienvenue dans le coffre à catch. Ah ça m'a fait rire aussi. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Il suffit même de le voir aujourd'hui, rien que l'année dernière dans les shows en France, tu entends seulement les par-dessus la troisième corde. Dans le public on disait ça à chaque fois que quelqu'un passait par-dessus la troisième corde. Et aussi les simples mondeux. Les simples mondeux, c'est toujours aussi marquant. Que ça soit à Backlash, tellement que ça spammait, ça s'en devenait chiant. Même même en Belgique, il y avait ça aussi, les simplement de clap, clap, clap. Et il y a eu quoi d'autre? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Vraiment, il faut aussi, même s'il y a un affect, mais franchement, il faut aussi reconnaître le boulot qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Même dans les DVD, en plus, ils arrivent à te faire les commentaires de manière différente, que ça soit dans les shows télé, dans les DVD, sur Netflix, sur le network. Dis-toi que à juste lui, il doit se taper quoi 2 ou 3 fois plus de programmes, quoi. Parce qu'il doit commenter pour une chaîne, il doit commenter pour AB1, il doit commenter pour le network, il doit commenter encore pour Netflix. C'est chaud quand même, le mec ne dort pas. Donc, et le mec il arrive quand même à délivrer, quoi. Donc grand respect. Et vraiment ce fait un plaisir aussi de les voir en vrai, hein. de les voir en vrai. Ouais. Quand je les ai vus, bon, j'avais des lunettes de soleil en pleine nuit. Ne me demandez pas pourquoi. il suffit de voir le nom de ma chaîne, mon nom aussi. Donc voilà. Il m'avait fait une petite vanne en mode rappeur hip-hop, quoi. Bon, c'est pas cliché, ils m'ont seulement fait comprendre que je ressemblais à un rappeur de hip-hop. J'étais flatté, mais bon. En tout cas, c'est fait un honneur de les voir en vrai, d'avoir pris le temps de parler vite fait, prendre une photo. Et je vais finir ce podcast en faisant quand même un peu de pub. On parlait de coffre à catch, ben il y a l'univers d'Ajuste. N'hésitez pas à revoir le coffre à catch sur la ECW, c'est très intéressant en termes d'anecdotes. Et aussi sur la chaîne de Catch Club avec La Cloche, où il y a plein d'anecdotes autour de la carrière de Christophe Ajuste aussi. C'est très instructif, donc n'hésitez pas à voir ou à revoir ces vidéos. Bon, sur ce, ben c'est la fin, voilà, la mid-card de la génération Catch Attack. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu redécouvrir les noms qui ont marqué Catch Attack et d'autres qui ont moins marqué Catch Attack. Voilà, c'était marrant. Pépé Foot aussi, on a fait les frais. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les différents noms. S'il y a des noms qui manquent et dont vous voulez parler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Abonnez-vous aussi pour d'autres vidéos du genre. S'il n'y aura pas que la mid-card de Catch Attack, il y aura des posts aussi sur d'autres sujets, je vous rassure. Et n'hésitez pas à partager aussi pour que d'autres en profitent et aussi des bons souvenirs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!